Bonjour à tous. Donc, je voudrais vous parler maintenant à la fois de l'engagement de Suez Environnement pour le changement climatique et également de la vision que nous en avons notamment dans le domaine de l'eau, où le changement climatique a commencé à avoir ses premiers effets et va continuer de les avoir dans les années qui viennent. Alors, un mot sur... alors, attendez, je ne suis pas sur la bonne slide. Voilà. Un mot sur Suez Environnement. Suez Environnement, c'est aujourd'hui 80 000 employés dans 70 pays dans le monde qui fournissent des services aussi bien dans l'eau que dans les déchets. Dans l'eau, nous servons plus de 90 millions d'habitants. Dans le déchet, plus de 50 millions d'habitants. Nous avons construit plus de 10 000 stations de traitement d'eau qui servent quasiment 1 milliard d'habitants sur la planète aujourd'hui. Nous avons, depuis de nombreuses années, commencé à prendre des engagements. Parmi les engagements que nous avons pris, il y a eu l'engagement de limiter les effets de gaz à effet de serre pour nous et pour nos clients, pour chaque tonne émise, essayer d'avoir 2 tonnes évitées, grâce en particulier au recyclage, à la valorisation énergétique des déchets, des boues, j'y reviendrai. Nous avons également pris l'engagement de diminuer les pertes en eau dans les réseaux que nous exploitons pour essayer de récupérer l'équivalent de la consommation de 2 millions d'habitants. Et ça, on va le faire à la fois avec la réduction des fuites et l'installation de la télérelève qui permet en temps réel de mesurer les consommations. Ça permettra également d'informer les consommateurs et de les aider à réduire leur propre consommation en la comparant à celle d'autres consommateurs dans un même immeuble, dans une même ville. Parmi les autres engagements que nous avons pris, il y a les engagements en matière d'efficacité énergétique. Nous exploitons des incinérateurs, nous exploitons des équipements qui produisent de l'énergie renouvelable. Notre objectif, c'est d'améliorer de 15% l'efficacité énergétique, ce qui fera l'équivalent de la consommation d'une ville de 100 000 habitants. Ce sont des engagements que nous avons pris sur la période 2012-2016. C'est notre deuxième plan et nous sommes en train de les tenir tout à fait. Dernier engagement qui est beaucoup plus récent, c'est celui que nous avons pris avec la Banque mondiale, avec l'initiative de la Banque mondiale qui a été lancée sur la fixation d'un prix pour le carbone. C'est une initiative que nous soutenons afin qu'il y ait effectivement un prix pour le carbone qui soit mis en place. Nous l'aidons à la fois au travers de nos expériences, mais également en soutenant toutes les initiatives, qu'elles soient locales, nationales, internationales, pour la fixation d'un prix du carbone qui nous permettent d'évoluer plus rapidement vers une économie non carbonée. Je voudrais maintenant vous parler un tout petit peu du domaine de l'eau, parce que là, je vous ai parlé en fait de ce que nous faisons en matière d'atténuation, de mitigation. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le réchauffement climatique est déjà une réalité dans certaines parties du monde et que nous sommes déjà passés, dans certaines parties du monde, en mode adaptation. Je pense en particulier au domaine de l'eau. Dans le domaine de l'eau, nous avons un certain nombre de phénomènes de sécheresse suivis de périodes de pluie très importantes aux États-Unis, en Australie, qui ont commencé à avoir un impact extrêmement important sur la ressource en eau, à la fois sa qualité et sa disponibilité. On retrouve également un phénomène d'innovation qui a des conséquences importantes, à la fois sur la qualité du fait des rejets dans le milieu naturel, mais également sur le fonctionnement des villes et des territoires en général. Dans ces domaines-là, on estime que à l'horizon 2050, du fait de l'augmentation de la population qui va passer de 7 milliards à 11 milliards, et du développement en particulier des gens dans les villes, on va avoir 47% de la population qui va se trouver dans des zones de stress hydrique. Et quasiment dès 2025, après un quart de la population va se trouver dans des zones dans lesquelles, notamment en Asie, en Afrique ou en Inde, où effectivement on est en dessous de 500 mètres cubes par jour et par an et par habitant d'eau renouvelable, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la pénurie en eau. Donc on va avoir de sérieux problèmes d'eau et l'eau est une vraie difficulté. Aujourd'hui, 2 types de solutions ont été mises en place par le groupe et j'y reviendrai. La première, c'est la réutilisation, c'est-à-dire que l'eau, on peut l'utiliser plusieurs fois. On peut l'utiliser pour la consommation humaine, puis ensuite pour un usage industriel, puis pour l'irrigation. Ça suppose effectivement des traitements et aujourd'hui, les systèmes membranaires nous permettent de faire des traitements qui permettent de recycler cette eau et de l'utiliser de manière importante. De manière locale, dans un immeuble, on peut passer de l'eau bleue à l'eau grise et à l'eau noire, qui sont plusieurs niveaux. Comme ça, les réutiliser plusieurs fois et on diminue la consommation de 30, de 40, de 50%. Je voudrais citer l'exemple de l'usine que nous avons construite et que nous exploitons à Waste Basin, juste au sud de Los Angeles, en Californie,
où nous, à partir des eaux usées qui proviennent de la grande station d'épuration de Los Angeles, nous produisons 5 qualités d'eau différentes qui vont de l'eau pour l'irrigation à des eaux industrielles de types différents pour du refroidissement dans des usines, dans des raffineries, il y a pas mal de raffineries en Californie, jusqu'à de l'eau qui est réinjectée directement dans la nappe phréatique pour éviter les intrusions salines. C'est quasiment d'ailleurs de l'eau potable qu'on réinjecte dans la nappe. Elle n'est pas potable directement, elle sera potable dans 4-5 ans, puisqu'elle est à peu près à 4-5 ans de distance hydraulique des puits où l'eau est recapturée. L'objectif d'ailleurs qu'on s'est fixé en Californie avec notre client, aujourd'hui, il permettait cette intrusion saline en transférant de l'eau du nord de la Californie vers le sud. Le but, c'est de le faire en totalité avec de l'eau recyclée. Autre exemple pour créer des nouvelles ressources, c'est le dessalement. Alors, le dessalement d'eau de mer, il a commencé à apparaître de manière très très inefficace il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on a gagné de manière très très importante en matière d'efficacité énergétique. On a diminué par 4 la consommation d'énergie pour produire de l'eau salée au cours des 10 dernières années. On est encore à des niveaux importants, on est à 3 kWh du mètre cube en termes de fonctionnement, mais c'est une ressource importante dans les pays où il n'y a pas de ressources en eau. Nous avons d'ailleurs réalisé au cours des 4-5 dernières années 2 des usines les plus efficaces en matière de dessalement de mer en Australie. Et en Australie, toutes les grandes villes se sont équipées de systèmes de dessalement afin de pouvoir avoir des solutions d'eau qui soient indépendantes du climat, car elles ont des périodes de sécheresse de 4-5 ans, suivies des périodes importantes de pluie. Et il faut continuer de pouvoir alimenter la population pendant ces épisodes. Je voudrais juste vous montrer une photo de l'usine que nous avons faite à Melbourne, qui est une usine avec une capacité de 450 000 m3 par jour, qui en Australie permet d'alimenter 2 millions d'habitants. Si on était en Europe, ça serait plutôt 4 millions d'habitants alimentés avec cette usine, qui prend de l'eau dans la mer en face. Cette usine a une caractéristique, c'est qu'elle est toute l'énergie consommée par cette usine est uniquement de l'énergie renouvelable qui vient d'un immense champ éolien situé dans le nord de l'État du Victoria. Donc même dans des solutions comme celle-là, on voit bien effectivement les problématiques de développement durable qui reviennent. Une autre problématique, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'apparition de plus importants phénomènes climatiques violents, notamment des orages, avec des inondations. Donc les inondations sont un problème d'abord parce qu'elles provoquent des pollutions importantes. Aujourd'hui, on considère qu'au niveau européen, où la plupart des eaux usées sont bien traitées, 50% de la pollution des rivières provient des phénomènes pluviaux et des orages. Donc ça veut dire que éviter que l'eau puisse se déverser directement dans la rivière est un enjeu extrêmement important aujourd'hui. Deuxièmement, on souhaite limiter la perturbation de ces orages. Alors on a commencé à développer, notamment avec l'organisme qui gère la région parisienne, un outil qui permet d'anticiper sur ces phénomènes d'orage, qui permet 5 à 6 heures avant que n'arrive l'orage de repérer l'importance de l'orage, de savoir où il va tomber, grâce à des modèles hydrauliques, de prévoir les problèmes d'écoulement dans le réseau, de vider partiellement le réseau d'eau usée en reportant sur d'autres stations l'eau, et donc de stocker cette eau au moment où elle arrive et de la garder pour pouvoir la traiter plus tard. Depuis qu'on a installé ce système en région parisienne, on a pu éviter des rejets directs en Seine de manière importante. On a mis également ce système qui s'appelle Influx à Bordeaux, et ça a évité, au cours des 5 dernières années, qu'aucun des orages ne provoque des inondations en ville, simplement par la capacité à anticiper. Et c'est l'alliance effectivement des technologies smart et du savoir-faire hydraulique d'un groupe comme le nôtre. Le problème de toutes ces solutions que nous mettons en œuvre, pour effectivement répondre à cette demande en eau qui va devenir un enjeu extrêmement fort. Je rappelle qu'on n'est déjà pas capable aujourd'hui d'assumer et de donner de l'eau à tout le monde, et demain l'enjeu va devenir encore plus important avec une croissance de la population de 40%, le développement d'une demande importante et dans des zones difficiles. Et donc on est également en train de réfléchir à comment le faire de la manière la plus efficace sur le plan énergétique. Donc on y travaille également avec des solutions, par exemple pour le recyclage des eaux usées. Aujourd'hui, nous travaillons sur des stations d'épuration ou de recyclage des eaux qui sont capables de produire leur propre énergie, notamment à partir des bouts de ces stations. Nous faisons de la méthanisation et nous récupérons ce gaz qui peut être transformé en énergie. Dans le cas de l'usine que nous avons construite à Samra en Jordanie, nous sommes arrivés jusqu'à 95% de l'énergie consommée par l'usine, produite par la même usine en récupérant l'énergie dans les eaux usées. Dans le domaine du dessalement, je l'évoquais tout à l'heure, on travaille à des nouvelles technologies pour réduire le coût du dessalement de l'ordre encore de 25 à 50%.
et le couplage effectivement de ces usines de dessalement avec des énergies renouvelables. Il y a également tous les enjeux dans notre métier du recyclage. Le recyclage est un élément important. Nous sommes passés historiquement de la totalité des déchets passés en décharge à aujourd'hui 1 tonne recyclée pour 1 tonne éliminée. L'objectif, c'est de passer progressivement à 2 tonnes, je le disais tout à l'heure, recyclées pour 1 tonne éliminée, et même beaucoup plus loin dans le recyclage. Le but d'ailleurs, c'est de ne pas simplement rester sur le recyclage énergétique, mais de plus en plus aller dans le recyclage matière, c'est-à-dire reprendre les matières premières à l'origine et en refaire des matières premières secondaires. Aujourd'hui, nous transformons à peu près 11 millions de matières. Nous produisons chaque année 11 millions de matières premières secondaires. L'objectif, c'est de doubler ce chiffre à l'horizon 2020. Un des derniers points sur lesquels je voudrais vous parler, c'est le fait que nous avons également un enjeu en matière d'eau pour tous. Je l'évoquais tout à l'heure. L'eau pour tous, il reporte sur 2 priorités. Une priorité physique, le raccordement effectivement des populations de manière physique. Je pourrais citer l'exemple de ce que nous avons fait en Algérie. Nous sommes en 5 ans à Alger en travaillant avec le gouvernement local. Quand nous sommes arrivés, la population avait de l'eau. Uniquement 8% de la population avait de l'eau 24 heures sur 24. Après 5 ans, on a réussi à obtenir que 100% de la population ait de l'eau 24 heures sur 24. Le deuxième objectif, après avoir atteint cet objectif d'accessibilité, c'est l'objectif d'affordability. C'est de s'assurer que tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, puisse avoir accès à l'eau. Et nous sommes là aussi en train de développer, avec nos clients, les collectivités locales, des systèmes tarifaires, des systèmes de soutien pour s'assurer que l'accès à l'eau est possible pour tout le monde. Encore une fois, je pense, et je rejoindrai ce que disait mon prédécesseur, les solutions que nous avons trouvées au cours des différentes années, elles ont été trouvées avec nos clients, les municipalités, elles ont été trouvées avec les gouvernements, elles ont été trouvées avec les universités. Et nous n'arriverons à relever les challenges qui sont face à nous, notamment dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'accès à l'eau, dans le domaine du recyclage, qu'avec une collaboration de tous. Et nous sommes extrêmement ouverts à toutes les collaborations potentielles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci.